Bonjour chers abonnés, bienvenue sur GT Magazine. GT Magazine, on vous aime déjà. GT Magazine, votre chaîne panafricaine. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Vous qui passez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aimer. Soyez les bienvenus. Faites comme chez vous. N'hésitez pas à fouiller dans le placard, vous y trouverez de quoi manger. Alors, chers abonnés, chers Africains, je nous exhorte à faire de l'Afrique une puissance. Commençons déjà par des petites choses. Aimons-nous, aidons-nous, faisons-nous avancer, faisons-nous prospérer, likez, abonnez-vous, partagez. Chaque fois que vous tombez sur le contenu d'un de vos frères africains ou de votre sœur africaine, aimez, partagez, likez. Ça va aider la personne à aller de l'avant. Un jour, on va devenir puissant. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Apprenons à nous aimer entre nous, à nous pousser vers le haut pour qu'on devienne puissant. C'est comme ça qu'ils font les autres peuples. Tu verras un Chinois, il va plus magasiner dans un magasin chinois pour donner plus de force à son frère, ainsi qu'un Arabe, c'est pareil. Pourquoi pas nous les Africains? On devait suivre aussi les bons exemples des autres. C'est ça qui va nous permettre d'évoluer et de grandir, de devenir puissants. Consomme africain, partage africain, like africain, abonne-toi africain. Voilà mes chers abonnés, je suis vraiment très contente de vous avoir. Merci vraiment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. En tout cas, aujourd'hui encore, je vais vous amener voir une icône encore de la musique africaine. Moi, je ne vais pas vous le dire, je vous laisse découvrir à travers cette interview. Écoutez. Fidèles auditeurs, dans votre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Manu Dibango, cet artiste musicien camerounais qui venait de nous quitter pendant ces temps de preuve où le coronavirus serait en train de terroriser le monde. Il portait les Congos et les Congolais dans son cœur. Il a été soutenir un artiste congolais qui donnait son concert à Paris, en France, et quelques jours après, nous informerons-on, il sera victime de cette pandémie qui sème panique, qui frappe dans toutes les portes et qui n'épargne personne, à condition que l'on soit très attentif au respect des gestes barrières. Manu Dibango, il est parti, mais il est immortalisé. Dans votre émission d'aujourd'hui, grâce à notre invité permanent, Doyen JP Omanga, nous allons lui rendre hommage. Pourquoi gardait-il un bon souvenir ou un souvenir inoubliable de la musique congolaise, du Congo et du Congolais? Nous en parlons grâce à l'apport combien important des recherches de notre invité permanent, Doyen JP Omanga. Nous avons besoin de vous, de vos suggestions et pourquoi pas de vos encouragements. Mosoma. Tanga
bo ombu sapanga ne usama kosa Anumuna sisi yao ya sama kosa Amuna yeye koma sama kosa Tanga umbu sapanga ne sama kosa Nika so Mama sama kumakusa Mama sama kumakusa Mama sama kumakusa Mama sama kumakusa Vai Nage Dans JP au manga, aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé à la plupart de nos auditeurs, que nous n'allons pas nous arrêter tout simplement sur les artistes et musiciens de notre pays, mais nous allons aussi vers d'autres frontières, découvrir les autres artistes du monde extérieur, en dehors de la République démocratique du Congo. Dans JP au manga, Manu Dibango, qui venait de nous quitter, on nous dit qu'il est passé par la République démocratique du Congo. Comment est-il venu dans notre pays? Merci Gérard. Nous commençons d'abord par présenter l'homme. C'est un grand aussi. C'est un grand comme le Calais Jeff, le Franco, le Rochero, le Bombenga et consorts. Docteur Nico, pourquoi pas? Je vais aller oublier mon grand frère. Il est tout à fait normal que nous parlions un peu de lui parce qu'il est passé par ici. Et selon le Rochero, il a appris à composer des chansons à partir de Léopoldville grâce à son incorporation dans l'Afrique en jazz. Ça, Rochero, il a toujours dit officiellement. Et Manu Dibango ne l'a jamais renié. Bref, on commence par identifier l'homme. Il est né dans une ville portuaire comme Calais. Si Calais est né à Matadi, lui il est né à Douala, 12 décembre 1933. Des parents protestants. Le papa était évolué puisqu'il était fonctionnaire. Vers 1949, avec ses propres moyens, il a envoyé son enfant étudier en Europe, plus précisément à Marseille. C'est là qu'il va faire la rencontre de gens comme Francis Bébé. Il va découvrir le monde de jazz. Il a commencé par apprendre la guitare mandoline, le piano. Puis finalement, il va échouer dans l'instrument de sa prédilection, qui est le saxophone. Là, il va se distinguer, il a laissé le piano, il va se distinguer, il va travailler. Pendant ce temps-là, le père était très déçu de son fils, puisqu'il attendait à ce que l'enfant fasse de bonnes études. Au lieu de bonnes études, Manu a arrêté pour la musique. Sa vocation que le grand éternel lui a réservée. C'est que ça a marché, finalement, le père a compris qu'on ne pouvait rien faire. Est-ce qu'il n'avait pas un modèle en ce moment-là qui a fait qu'il puisse abandonner les études pour lesquelles il est parti en France et puis s'adonner à la musique? Il n'y a pas quelqu'un qui l'avait fasciné à partir de là? Oui, c'est pratiquement Francis Bébé, le grand journaliste qui avait chanté Kinshasa, vous connaissez. Francis Bébé était aussi à Marseille, c'est lui qui l'a introduit, qui a eu à le façonner pour enfin qu'il puisse embrasser la carrière musicale. Francis Bébé qui faisait aussi la guitare, le chant, la partie cuivre aussi. Alors à partir de ça, quand il préparait le baccalauréat, philo, il s'est initié aussi au saxophone. Il joue aussi dans des boîtes de nuit. Malgré la musique, il a quand même réussi à décrocher son bac en philo. Et il a continué ainsi avec la musique. Malgré que son père était vraiment déçu. Son père était déçu, puis finalement, après son passage à Léopoldville, le père va se résigner, comme les papas des autres, le papa de Tabembo. Après avoir trop chauffé l'enfant, finalement, il lâche le morceau. Il va l'accepter. Il lui demandera même de rentrer au Cameroun, monter un orchestre à Douala même. C'est ce qu'il va faire après son passage à Léopoldville. Voilà.
Comment il est arrivé ici à Léopoldville? Bon, après Marseille, il va descendre en Belgique vers les années 57. 57, il va épouser une Belge qui s'appellera Marie-Josée Coco, à Anvers principalement, dans une ville flamande. Et petit à petit, il va progresser sur Bruxelles. Ce n'est pas très loin, si vous avez été à Charleroi, aux environs de là. Et là, il va commencer à jouer le saxophone dans un club où il y avait pratiquement des Afro-immigrés, entre autres Fonseca, lui-même Manu Dibango. Et quelques temps après, arrivera la campagne de l'indépendance de la RDC. Calais aussi, le grand Calais va débarquer avec son équipe d'African Jazz. Calais étant un friand de cuivre, puisque les gens qui sont partis en Europe, il n'y avait aucun musicien maîtrisant le cuivre. Personne. Alors Calais, trop amoureux de la partie cuivre, il avait une obsession pour la partie cuivre. Il a pensé absolument trouver quelqu'un pour la partie cuivre. Mais ici à Kinshasa, il n'avait pas quelqu'un pour la partie cuivre, il n'y avait pas d'argent pour le voyage. Là, vous oubliez l'histoire des départ de ces gens-là pour la Belgique. C'est recruté d'art comme ça. Comme voilà le mot qu'il faut. On a sélectionné ils ont sélectionné avec l'appui financier de Thomas Kanza, père son âme, un grand patriote. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Déjà 7, c'était beaucoup trop pour le budget. Alors chercher à prendre des trompettistes, des saxophonistes, ça allait encore coûter cher. Ils se sont limités à ça, selon les pourvoyeurs en fond. Alors Calais, amoureux de la partie cuivre, s'est intéressé. Club Mambo, et il a vu Manu Dibango à l'œuvre. Et Fonseca aussi qui chantait. Alors il s'est intéressé à Manu Dibango, il a proposé de travailler avec lui. Surtout Manu Dibango était un type qui aimait beaucoup l'improvisation, pour ne pas dire la créativité. Ils ont commencé à collaborer avec une seule chanson d'abord, Merengue Scooby-Doo. Bon, Péli, Marie-Josée, là il a fait un peu de saxo, pas trop de saxo, mais il y a un peu de saxo là-bas. Il faut seulement dresser l'oreille et vous attendrez le saxo de Manu Dibango. C'était le début. Quand il est rentré ici, il a vu qu'il fallait quand même continuer la collaboration avec Manu Dibango. Il a fait venir ici en 61. Manu Dibango est venu avec sa femme belge et ses 2 enfants. À l'époque, il avait 2 enfants. Finalement, on en avoir 4, 2 filles et 2 garçons. Il a fait ce qu'il fallait faire. Location d'une maison en ville, il est engagé correctement comme un expatrié, une partie de salaire en devise, une partie de salaire en francs congolais de l'époque qui était des francs lourds, et il a bien vécu dans l'African Jazz. C'est ainsi que quand il y a eu séparation, pour l'histoire que vous connaissez là, Nico et Khaled Jeff a pris un soliste qui connaissait très bien la guitare, qui faisait bien de la guitare, Tino Barroza, très très grand guitariste, mais très faible en créativité. Et celui qui suppléait le tout, c'était Manu Dibango, qui était très fort en créativité, mais avec le saxo. Écoutez un peu. Simbanga et Makasi, Sokioti Kinga, c'est la chanson de Tino Barroza. C'est Tino Barroza qui est au solo, avec son petit frère Diki à l'accompagnement. Mais la couverture de la chanson sur le plan mélodie, c'est Manu Dibango. Le solo, vous l'attendez presque pas, toute la série là. Même la chanson là que vous jouez souvent pour l'éducation patriotique. Mais Manga a dit la table ronde, le saxo là qui émerge, c'est Manu Dibango. Il a continué ainsi jusqu'à ce que Calais verra que Tino Barroza n'était pas l'homme de la situation, malgré ses belles compositions, malgré sa connaissance guitaristique. Il a préféré reprendre à Nico, qui était un très grand créateur. Alors Nico avec Manu Dibango, ça sera vraiment l'apothéose. Écoutez là, les chansons telles que Yakayaka Tokutana, Seri Sardefina, écoutez Koulo Norbert, des chansons où Manu Dibango fait des prouesses à côté de Nico. Et des mélodies extraordinaires. Par exemple, la chanson de Rochero, Salanuki Pascal. Manu Dibango était vraiment l'équivalent de Nico au niveau de la mélodie. Nico excellait, lui aussi excellait, ça faisait du beau.
Doyen JP Omanga, parlons un peu de Kale Jeff. Il était plein d'ambition jusqu'à engager quelqu'un à partir de Bruxelles, l'amener ici et lui donner ça. Ils avaient quel budget, l'Africa Jazz à l'époque? Avec le budget, le fonctionnement qui était le leur, hein, ils n'avaient pas d'autres possibilités. Mais il ne faut pas perdre de vue que Kale, il est panafricaniste. Manu Dibango aussi est panafricaniste. Tout comme Essou, Jean-Serge, je souhaiterais qu'on parle un peu de lui. Ils étaient nombreux comme ça qui croyaient au panafricanisme. Donc ils sont vraiment les gens qui ont adhéré à la thèse de l'Afrique unie prônée par Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, comme Sékou Touré et les grands Négus. Ce sont des gens qui croyaient à cette histoire. Kwame Nkrumah a toujours dit, en dehors de notre union, il n'y a pas point de salut. Même Bob Marley, de lointain Jamaïque, là-bas, il a dit, Africa United, mettez-vous ensemble, sinon il n'y a pas de salut. Alpha Blondy, tout c'est la preuve. Oui, l'africanité, c'est très très important. Et récemment, le professeur Alpha Condé, il est président de Guinée, et il était très très lié aux gens de l'Occident qui prenaient les donneurs de leçons. Mais il n'y a pas 3 ou 4 semaines, non, 4 mois. Il a dit clairement qu'il faut couper le cordon ombilical avec l'Occident si nous voulons survivre un jour. Et regardez un peu du côté de ces Arabes. Ils ont la langue unique, la langue arabe. Ils ont l'écriture unique, l'écriture coranique. Bien que politiquement ils ne sont pas ensemble, mais il y a déjà l'unification de la nation arabe et nous autres, l'Afrique noire. Les musiciens comme les Panou Tibango, ils ont toujours cru. Il est mort comment? En assistant au conseil de Fali. Fali qui est pratiquement son enfant, pour ne pas dire son petit-fils. Mais il est allé assister, soutenir Fali. Et là où il a attrapé le fameux virus. Croyez à ça. Il a travaillé avec Werason. Oui, mais n'en parlons pas. Il a travaillé avec Rochero. Il a travaillé avec... Non. Il y en a qui ont toujours cru à cette histoire-là. Les gens comme Manu Dibango, il faut les mettre panafricanisme jusqu'au cou. Et dans ces conditions qu'il est mort, puisqu'il est allé assister au conseil de son enfant ou petit-fils, Fali, il a attrapé la maladie, il en est mort. C'est ça l'idéal de ces gens-là qui étaient autour de Calais. L'Afrique d'abord. Dans Africa Jazz, parce que vous avez un peu effleuré. Allons-y en profondeur. Il n'a pas composé une chanson comme telle pour lui-même, il a seulement arrangé les chansons de Calais, de Rochero, en jouant du piano tantôt, le saxo. Et je peux vous en citer quelques-unes qui ont fait beaucoup de succès. Hein. Par exemple, la chanson que Calais avait pleuré en plein studio, paraît-il, selon Nico, m'a pas dit ça. Yaka Yaka Toyokana. Nico avait fait des prouesses au niveau du studio Renapec à l'époque. Alors, immédiatement, ça a captivé Manu. Il a pris sa clarinette pour suivre maintenant le mouvement de Nico. Et c'était merveilleux. Et ça a fait pleurer Calais en plein studio. Il était comme ça dans les improvisations. Il improvise et ça fait des merveilles. Et là, Nico ne faisait que sourire. Donc, ce sont des gens, des génies qui sont retrouvés. Une sélection de génies de l'African Jazz. Yeah.
Manu Dibango n'a pas composé comme tel. Il a fonctionné ainsi jusqu'à 63. 62, le budget de l'African Jazz, comme vous venez de dire, ça commençait un peu à coûter trop cher. Nico faisait beaucoup de bruit. On se sont séparés dans de bonnes conditions. Et Manu Dibango a monté son orchestre. Ici à Kinshasa. À Léopoldville, où la première chanson, Vous dites Afro, Afro Negro. donc, toujours avec cette unité de l'Afrique. Toujours. Afro Negro, il a fait du succès avec la première chanson, Twist à Léo. Aïe, 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 aïe. Je dansais les pistes, oh, à Léopoldville. Ça fait beaucoup de succès même en Afrique. C'était ce que son père va le rappeler. Mais faites du succès là-bas, Léo, venez ici ouvrir quelque chose dans ce sens-là, je vais vous soutenir. N'oubliez pas que son père était évolué, il avait des moyens aussi. C'est comme ça qu'il s'en ira au Cameroun, ouvrir, Douala toujours, le club, le Tam Tam, du côté de... Club le Tam Tam. Ça a été un échec financier, vous savez, il y avait la guerre civile à ce moment-là. Il va repartir pour la France en 65. Le club Tam Tam, là, c'était un orchestre ou bien une association culturelle? Le Tam Tam, ça c'est le club, comme vis-à-vis, comme c'est là-bas, c'était un nom, hein, le Koukouba-Nabar, ainsi de suite. Donc là-bas on appelait le Tam Tam comme sont des francophones. Le club Tam Tam qui lui appartenait, financé par son père. Mais ça n'a pas été un grand succès sur le plan financier, ils ont fait faillite. C'est comme ça qu'il va remonter sous la France à 65 pour continuer avec la collaboration permanente. Dick Rivers, Nino Ferrez, il a collaboré avec tout le monde jusqu'à 72. Quand il va faire le 45 tours, il va bouger le monde sur le Makossa. Makossa. Ça a fait beaucoup de succès. À telle enseigne que Michael Jackson l'a un peu interprété à sa manière. Je ne dirais pas piraté, hein. Il a interprété à sa manière. Il pas plagié. Si vous voulez, hein, Michael Jackson aussi étant un phénomène, je n'irai pas jusqu'à plagier, mais hein, il aurait fallu pour lui d'inscrire seulement copyright Manu Dibango, comment on fait. Mais lui n'a pas, il a signé carrément Michael Jackson, Makossa. C'était un peu de la piraterie, comme vous dites. Ils sont allés en procès, Manu Dibango a perdu, puisqu'après tout, Makossa, c'est une chanson populaire que Manu a interprété à sa façon, modernisée aussi. Les avocats de Michael sont allés jusqu'à fouiner, ce sont des Noirs aussi, hein, pour retrouver l'original de la chanson. Ça n'a pas marché au niveau du tribunal à New York. Michael, comme c'était un Noir aussi, il a pensé à son père, Manu Dibango. Il y a eu une compensation financière.
Donc, JP, quand vous parlez de son orchestre qu'il a, excusez-moi de faire un petit flashback là, ici il était avec qui comme Congolais dans son orchestre? Il était avec d'abord l'inévitable Brazos, qui était toujours en train de courir derrière l'argent. Pauvre paix à son âme, c'était un vieux à nous. Bon, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir quand je dis comme ça. Il a quitté aussi Vicky Longomba, Negro Succès, pour aller se frotter avec Manu Dibango après la table ronde. Il y a eu aussi le petit frère de Roger Zeidi qui faisait de la guitare, Fogus Mkoyi. Il y a eu pas mal de musiciens comme ça qu'il a recrutés, formés et qui payaient très bien, puisque à chaque fin du mois, chaque musicien avait son salaire à la banque. Ah, c'était un homme organisé. C'était un blanc, parce qu'il a grandi en Europe. Et puis, ce qui était rare dans les musiciens congolais, il donnait même le congé annuel. Lui, Manu Dibango. Le congé annuel avec pécule de congé. C'est ce qui se passe nulle part, même pas chez Khaled Jeff. Alors, c'est ainsi que Fogis Mukoyi, quand Manu Dibango s'est décidé de rentrer chez lui au Cameroun, il s'est décidé aussi de le suivre. Et puis, je n'ai jamais vu un employé comme ça. Et son frère étant directeur à l'Ecodis, avait des moyens, il a ordonné à ce qu'on bloque de Fogis au niveau de Bichingobila, qui ne traverse pas Brazzaville. C'est comme ça qu'il lui a trouvé une place plus tard dans l'Afrique en fiesta. Donc Manu Dibango, c'était vraiment un employé au vrai sens du mot. Correct. Donc on peut dire que son passage à Kinshasa était vraiment déterminant pour sa carrière musicale. Tout à fait. Sans cela, il n'allait pas apprendre à composer de la rumba, il n'allait pas apprendre à animer la guitare solo et tout ça. Et c'est ainsi que toute sa vie, il n'a cessé de collaborer avec Angélique Kidjo, Papa Wemba, Peter Gabriel, Okono Dominique, presque tout le monde. Onyema, Mabanzo, Atlanta. Donc il était avec les Africains à 100%. Il n'a jamais oublié ses origines nègres, comme ses origines noires si vous voulez. Donc il ne peut pas oublier ça. Il avait ça en permanence dans son esprit. Chaque fois qu'il faisait de la musique, vous ne pouvez pas y trouver une chanson de l'African jazz. Il soit toujours au saxo, soit on interprétait ça avec le piano. C'est pour dire que Kale, c'était son patron, il ne peut pas oublier Kale, c'est Kale qui l'a façonné. Il jouait comme un musicien non connu dans le mambo. C'est à partir de Kale qu'il a pris une réputation internationale. Donc il doit beaucoup à Kale, il a toujours appelé Kale patron. À chaque fois qu'il venait à Kinshasa, il ne manquait jamais d'aller s'agenouiller à la tombe de Kale. Très reconnaissant. Don JP Omanga, installé en Europe, quel genre de musique donnait-il? Qu'est-ce qui a fait que sa musique puisse accrocher le monde international? L'afrobeat, il mélangeait un peu la musique africaine avec le jazz européen et ça faisait autre chose. C'est comme ça que vous avez dans Soul Makossa quelque chose où vous avez un peu de jerk, vous avez un peu de la rumba, vous avez un peu de... Donc c'est presque la synthèse entre la musique nègre, la musique des Africains et la musique européenne. Donc c'est pratiquement un mélange là qui a donné un bon résultat. Et les gens comme Youssou N'Dour, Papa Wemba, Meneya, pourquoi pas, ont suivi cette trace-là, d'essayer un peu de combiner l'afrobeat, la musique nord-américaine et notre musique. Et c'est ceux-là, c'est comme ça que les Congolais que je cite là sont très connus dans le monde. Wemba est connu jusqu'aux États-Unis, vous avez vu lors de son décès, c'est à cause de ça. Dommage pour que c'était tardé un peu trop tôt, il pouvait faire plus que Wemba, mais il est parti un peu trop tôt malheureusement. Mais lui aussi, il était sur la voix. Manu Dibango l'a encadré dans la chanson, Manu Dibango a pris part à l'arrangement avec la chanteuse Nathalie Makoma, ils ont bien collaboré. Angae na kobina lelo kaina keina kulu Norbert kotala tuki pote na bina lelo angae na kosenga pardon soki kulu tena tunana nani ye sekele ya suki na kobongisa nzoto ye aebi nyonso. Angae na kobina lelo kaina keina kulu Norbert kosala suki pote na bina lelo angae na kosenga pardon soki kulu tena tunana nani ye sekele ya suki na kobongisa nzoto ye aebi nyonso. Ulu Norbert, Ulu Norbert, Ulu Norbert na kwea kato. Ulu Norbert, Ulu Norbert, Ulu mwana Afrika. Ulu Norbert, Ulu Norbert, Ulu Norbert na kwea kato. Ulu Norbert, Ulu Norbert, Ulu mwana Afrika.
Dans JP Omanga, vous personnellement, qui avez une oreille aussi musicale, qui faites des recherches, lorsque vous avez appris le décès de Manu Dibango, j'ai regretté seulement qu'il fasse le départ dans ces conditions-là. C'est un homme qui devait normalement, puisque sa famille l'avait dit, il attendait que les choses se calment pour faire un hommage digne de son rang. Ils attendaient la fin du confinement. Donc là, il est né d'Ardar le 27 mars dans le cimetière de Père-Lachaise. Pourtant, lui, il est protestant, mais on l'a enterré dans un cimetière catholique. pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est peut-être sa famille l'a voulu ainsi. Et n'oubliez pas aussi que l'impérialisme fait toujours. Oui, là, je dois un peu ouvrir une parenthèse. Quand Papa Simon Tshibongo prêchait la religion, vous savez comment on l'a combattu? La colonisation l'a combattu jusqu'à le condamner à mort. Parce qu'il a osé dire qu'un nègre peut faire suivre aux autres la voie de Dieu. En Europe, la religion officielle là-bas, c'est le catholicisme. La religion catholique, ça vous le savez, les protestants sont là, mais pas comme les catholiques. Et les Européens ont toujours voulu que cette religion soit considérée ici comme le summum de toutes les religions. Alors, nous n'avons jamais compris ça. Eux, ils ont leur religion. Les musulmans, ils ont leur religion. Mais nous n'avons rien. Qu'ils combattent d'ailleurs. À tout moment. Oui, nous n'avons rien ici comme religion des nègres. Nous n'avons rien. Simon Kimbangu a été combattu. Il est combattu même jusqu'à présent. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que nous n'avons pas notre religion. Les Arabes en ont la leur. Mais je crois qu'avec la nouvelle génération, ils vont peut-être expliquer mieux que les autres, que les Africains aussi ont droit à avoir leur propre religion, comme les Arabes en ont aujourd'hui. Il faudra des années et des années. Il faudra vaincre l'impérialisme qui est en train de dominer. Culturel, c'est terrible. Moi, je vous dis que j'ai toujours à l'image cette histoire, un chef d'État du Grand Lac qui nous a créé tant de torts dans notre pays. Sorti de l'Assemblée nationale des Nations Unies, il s'est arrangé, c'est présent pour l'enfant chéri des Américains, pour saluer Trump. Au sorti du château de Verre, le siège social des Nations Unies à New York. Il s'est aligné pour saluer le président Trump. Mais l'autre l'a ignoré carrément. C'est passé dans Internet, c'était une honte incroyable. Si déjà, au niveau de la sommité, on nous traite comme ça, et nous-mêmes maintenant, pourquoi nous ne voulons pas comprendre ça? Et pour cacher sa honte, le chef d'État dira non, il n'a pas voulu serrer ma main puisque ma main est ensanglantée. Des choses comme ça. Nous devons couper, comme avait dit Alpha Condé, bien sûr, il le dit maintenant puisqu'il brigue un troisième mandat. Il le dit, nous devons couper le cordon ombilical avec l'Occident pour que nous soyons respectés un jour. Je ne suis pas un raciste, mais je suis un panafricaniste. Je ne regrette pas d'être dans cette mouvance-là. Quand JP Omanga, Manu Dibango est parti après le Luambo Makiadi, et après les Kale Jeff, le Luambo Makiadi, le Rochero, disons Africa Jazz, les pères de l'Africa Jazz, ce sont ses maîtres. Mais il y a d'autres Congolais, surtout qui n'ont pas compris pourquoi Manu Dibango ne s'était pas déplacé pour assister au deuil de Rochero, par exemple. Pour Kale, il est venu après s'agenouiller, on l'a vu à la télévision, et il a pris soin d'associer Essou Jean-Serge. Ce jour-là, Essou Jean-Serge, c'est encore un grand panafricaniste, comme Franklin Boukaka. J'aimerais qu'on parle d'eux un peu, après ici, peut-être après donner l'idée qu'on parle un peu d'Essou Jean-Serge et pourquoi pas Franklin Boukaka. Il est venu pour ça, on a vu à la télévision. Mais pour Taboulé, non, il n'est pas venu. Ça, c'est regrettable. Mais pour son patron, qu'il appelait patron, qu'il a payé, son employeur, Kale Kabassel Tchamala, Mukwanga, il est venu. Après, bien sûr, mais il s'est incliné à la tombe de Kale. Et il n'y a pas longtemps aussi, il y a un anniversaire, il est venu encore. Non, pour Kale, il n'y a rien à faire. Il a dû être reconnaissant. C'est grâce à lui qu'il est connu en Afrique. C'est grâce à lui qu'il a fait la bonne musique pour les Africains. C'est grâce à lui qu'il a fait la synthèse entre la musique nègre et la musique européenne, dont le jazz, quoi. Alors, JP Omanga, s'il y avait quelque chose à dire que nous avons oublié à propos de Manu Dibango, que diriez-vous? Il avait la passion de l'Afrique noire. Il avait la passion de son Afrique noire. J'ai fait un peu la distinction entre l'Afrique au nord, c'est-à-dire le Maghreb. Il n'a pas beaucoup visité le Maghreb, mais pour l'Afrique noire, il n'avait aucun secret pour le pays de l'Afrique noire, qu'il adorait, bien qu'il mariait à une blanche, mais il avait toujours le cœur en Afrique. C'est une âme importante que l'Afrique noire a perdue. Oui, nous avons perdu un grand. C'est tout à fait légitime que nous fassions aujourd'hui une émission sur lui. Manu Dibango n'était plus un Camerounais. Manu Dibango était tout simplement un Africain noir qui défendait les valeurs africaines partout. Et jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il est mort dans ces conditions-là. Il est allé soutenir son enfant ou son petit-fils, Fali Ipupa. Et vous voyez la suite. S'il ne s'était pas déplacé, peut-être qu'il ne serait pas mort. C'est qu'il aimait beaucoup l'Afrique, et l'Afrique noire. Et c'est...
za komba na mama lieti na kamati boinge ora kenda leo makombanye la que no pateo na ye musika asina bandie musika tia ye makwela la casa kombae na mama lieti na kamati boinge ora kenda leo makombanye Bongo la que compateo na emotica na bazibie musiki ye makwela tomo ya zakomba na mama aliyetie na kamati bowie ye mabelo mwana kenda leo makobanye sokie mabazo agai wa bonimo sokie mabazo agai wa bonimo sokie mabazo agai wa bonimo sokie mabazo agai wa Donc je peux, permettez-moi, parce que nous sommes vers la fin de notre entretien sur Manu Dibango. Et ici, à l'époque, quand il était avec Kale Jeff et avec son propre orchestre, comment les Quinois, parce que nous savons que les Quinois aussi, à des moments, ils sont cantonnés à eux-mêmes. Comment l'ont-ils perçu? Vraiment frappé en plein mille. Manu Dibango, c'est un garçon intelligent. N'oubliez pas qu'il a eu son bac en philo. Hein. C'est un type qui avait quelque chose dans la tête. Il a compris le genre de musique qu'il allait faire. Ça n'allait pas convenir avec les citadins de Léopoldville à l'époque. Il a été s'installer sur l'avenue du commerce, qu'on appelle à l'époque avenue Général de Gaulle. Vers les fins fois là-bas, vers Pepsi-Cola, où il y avait un club là-bas, Afro Mongambo. Et il lui a créé son orchestre Afro Negro pour s'installer dans le milieu où il y avait des expatriés. Et les Léopoldvillois évoluaient. La clientèle était facile. C'est comme ça qu'il payait bien ses musiciens, il pouvait se déplacer. Mais c'est son père qui l'a fait venir de Léopoldville en catastrophe pour dire non, ne restez pas là-bas à Léo, venez ici, j'ai oublié le passé, venez monter une histoire propre aux Camerounais ici, à Douala, et je vais vous sponsoriser. C'est dans ces conditions qu'il est parti. Mais au niveau de Léopoldville, il faisait du succès avec ce genre de musique-là. Twist à Léopoldville, Les Lions est mort ce soir, et ainsi de suite. Les Lions est mort ce soir. Oui, c'était encore une composition de lui. En français En français. Un peu de Madison, un peu de twist. Non, c'était un type qui savait créer. C'était juste au milieu. Mais il n'y a pas de composition à Lingala. Il n'a fait aucune composition. Il avait des difficultés peut-être. C'est possible, mais lui, sa musique était toujours en français. Un peu de jazz, un peu de twist. À l'époque, c'était le twist qui régnait. Il n'y avait pas encore de jazz. Ça passait très bien. Non, il a réussi parce qu'il était intelligent. Comme je vous ai dit, au lieu de faire un siège social de son orchestre à la cité, non, il a préféré la ville. Donc il jouait pour les évoluer et les expatriés. Et ça a marché. Dans JP, nous sommes vers la fin de notre entretien avec vous. Manu Dibango avec son orchestre. En ce moment-là, comment Rochero aussi évolué quelque part? À cette époque-là, l'African Jazz était au grand complet. Hein. Rochero, Calais, je vais vous donner même la photo. Vous avez vu en costume comment ils étaient. Hein. Ils étaient au grand complet, ils faisaient beaucoup de succès.
Manu Dibango jouait en ville, pas la cité, attention. Il ne voulait pas se frotter avec l'African Jazz. Il faut dire la vérité. Il jouait en ville sur la ville de commerce aujourd'hui. Hier, c'était Charles de Gaulle, vers les fins fonds là-bas. C'était tout plein avec les Mindele et les évolués. Il a laissé la cité à l'African Jazz et à l'Oke Jazz. Surtout l'African Jazz qui régnait à ce moment. C'était un homme qui avait quelque chose dans la tête. Il a compris que s'aventurer avec la musique de twist à Léopoldville, en plein milieu de la cité, ça n'allait pas marcher. Il allait rester en ville. Jusqu'à la fin, il était en ville. Il va traverser le bus Ngobila pour aller au Cameroun en laissant son siège social en ville. C'est très clair. Donc il ne pouvait pas se frotter avec l'African Jazz. Doyen, c'est la fin de notre entretien sur Manu Dibango. En tout cas, merci beaucoup avec cet entretien sur Manu Dibango d'un JP au Manga. Merci aux auditeurs. La prochaine fois, nous allons parler un peu de Nalidé. Nous ne sommes pas des racistes. Et après, nous allons retrouver Essous Anciez, qui est un grand panafricaniste aussi. Franklin Boukaka peut-être après, mais nous évoluons dans ce sens-là. Nous rentrerons un peu au Congo après, parce qu'on a trop parlé de Congo. Maintenant, il faut sortir un peu, voir les autres qui parlent aussi de nous. Et pourquoi pas, nous ne serons pas sectaires. Aux auditeurs, encore merci beaucoup. Dis-moi, grand frère Manu, pourquoi l'Afrique est-elle vouée à la misère? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de haine? Tu sais, Werrason, il faut déjà que l'Africain se supporte, que l'Africain aime l'Africain, que l'ethnie de l'un aime l'ethnie de l'autre. Commençons par ça. Rouge, Oni, UNICEF, comment faire pour sauver ma vie? Croix-Rouge, Oni, UNICEF, comment faire pour sauver ma vie? Croix-Rouge, viens mon secours. Je t'ai abandonné tout seul dans un village tout enflammé où je voyais des cadavres. Mes yeux pleins d'atrocités. Croix-Rouge, ONU, UNICEF, pour sauver ma vie. Je criais de toutes mes forces au milieu de la nuit. Je ne savais pas comment sortir de ces dangers qui peut me sauver. Où est la Croix-Rouge? Croix-Rouge. Sauver ma vie, no, yeah. Nauti kuna na Angola, na Kisasa Malebo, nakoma kuna na Brazza. Yokela pembe mawa, c'est le fait, Si mon peuple congolais ne tire pas, ne tirez pas, mon peuple congolais ne tire pas, ne tirez pas, mon peuple camerounais ne tire pas, tirez pas, mon peuple ivoirien ne tire pas. L'expérimentation des armes dans le monde, les champs de bataille en Afrique. Pourquoi l'Afrique, la souffrance de la guerre? Nous voulons la paix. J'ai parcouru le monde en espérant trouver la paix, mais je n'ai vu que de la souffrance. Bitumba, qui peut me sauver? Oh, où est la croix? Mami ningebema Mwankongo nauti kuna na Ethiopia, nasonga mboka Liberia, nakata kuna na Guinea.
marocain, ne tirez pas. Sur mon peuple malien, ne tirez pas. Sur mon peuple africain, ne tirez. Voilà, fidèles auditeurs, vous venez de suivre là notre émission sur Manu Dibango avec notre invité permanent. Il s'agit de Monsieur Omanga Lokonga Onia, alias Doyen JP. C'est lui qui est toujours dans cette émission. Nous lui sommes vraiment reconnaissants grâce aux recherches qu'il est en train de faire.